Bien, bonjour donc à nos habitués, nos chers auditeurs. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Sapir. Alors, Jacques Sapir, on se connaît depuis un débat qu'on avait fait ensemble à la Sorbonne, si mes souvenirs sont exacts. Absolument, absolument. Et on s'était rendu compte qu'on était tous les deux d'accord finalement qu'il n'y avait pas de débat, que l'euro était idiot. Oui, tout à fait. Ça remonte à quelques années. Je confirme. Vous confirmez. Et pourtant, on n'est pas du même bord. Vous êtes plutôt un économiste officiel, si je veux dire, d'enseignement et plutôt à gauche. Et plutôt à gauche, tout à fait. Et moi, je suis un économiste d'une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire paléolibéral, vous savez, c'est-à-dire grosso modo Locke, et puis la tolérance, et puis que l'État nous foute bien la paix, quoi. Et donc, pour moi, le truc le plus important, c'est ce que disait Pompidou, mais que cessez d'emmerder les Français, quoi. Et ce que je veux dire, c'est un peu ça mon libéralisme, c'est qu'on s'occupe mieux de soi que le Sud-Est s'en occupe. Bon. Donc aujourd'hui, je vous reçois, et vous êtes aussi des liens très anciens avec la Russie. Oui, tout à fait, à la fois des liens personnels, c'est des liens d'origine familiale, et puis des liens professionnels, parce que je travaille avec des collègues russes depuis maintenant 1989. Donc juste du moment où ça sautait, quoi. Voilà, c'était la fin de l'Union soviétique, oui. Et puis immédiatement la Russie, et nous maintenons une collaboration qui est très étroite avec un institut. Certains de mes collaborateurs sont membres de l'institut. Bon. Et puis évidemment, comme j'ai été élu à l'Académie des sciences de Russie, à titre étranger, et bien évidemment ça a renforcé encore les liens. Donc vous ne pensez pas que du mal des Russes, quoi? Non. Bon, ben c'est déjà... D'ailleurs, penser du mal d'un peuple en général, c'est pas très intelligent. C'est pas le truc le plus malin. Donc ça m'étonne pas de votre part. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler entre économistes. Et on va essayer de ne pas être ennuyeux, mais de dire les choses simplement. Et je crois qu'il y a 3 sujets qui vont intéresser les Français. C'est la situation économique française à la veille de l'élection, en quelque sorte. Quels sont les problèmes auxquels nous allons faire face? Parce que on va faire ça des problèmes, mais on est en train d'essayer de nous les dissimuler. Je veux dire, il y a beaucoup de trucs sous le tapis, quoi. Donc, la deuxième, c'est la construction européenne dans sa structure actuelle qui semble devenir de plus en plus... se faire contre les peuples plutôt qu'avec les peuples, je crois que c'est aussi une de vos... Et la troisième, c'est un petit peu cette espèce de basculement du monde. On a eu une expansion de ce qu'on peut appeler la globalisation. Il semble qu'on soit en train de venir en marche arrière, et ça aussi, ça va avoir des influences, parce que c'est pas la même chose si vous avancez, si vous reculez et que vous faites de la bicyclette. Mais ce que je veux dire, c'est plus difficile de reculer en bicyclette que d'avancer. Tout à fait. Donc, l'image est bonne. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je vais commencer par vous poser une question. Vous, en tant qu'économiste, professionnel, etc., si vous aviez expliqué aux Français en 5 ou 10 minutes quels sont les problèmes économiques d'aujourd'hui de la France, sur quoi vous mettriez l'accent? Alors, il y a d'abord un problème, justement, c'est que les problèmes ne sont pas exactement les mêmes suivant que l'on raisonne à court, à moyen ou à raisonnablement long terme, en sachant que le long terme pour un économiste dépasse rarement les 10-15 ans, puisque... C'est plus facile de faire des prévisions à 15 ans d'ailleurs que pour la semaine prochaine. Tout à fait, tout à fait. Donc, à court terme, je pense que le problème pour l'économie française, c'est de savoir comment va-t-elle réagir le jour où l'on aura débranché la majorité des aides. On voit bien aujourd'hui qu'il y a non pas une croissance, mais qu'il y a eu une réaction de l'économie française en 2021 par rapport à la chute extrêmement importante qu'elle avait connue en 2020. Bon, grosso modo, nous avons reculé de un peu plus de 8% en 2020. Nous allons nous remettre à avancer d'environ 6% cette année. On comprend bien que le compte n'y est pas, qu'il reste toujours, qu'on n'auront pas atteint le niveau de 2019. Nous devrions l'atteindre au milieu de l'année 2022, mais nous l'atteignons dans une situation qui n'est pas celle de 2022. Et ça, pas celle de 2019. Ça, il faut en avoir tout à fait conscience. Un certain nombre d'entreprises en France sont actuellement sous tente à oxygène de la part du gouvernement. Alors, c'est tout à fait logique qu'il l'ait fait au moment de la crise sanitaire. La question se pose de savoir, évidemment, quand on va retirer ces aides, que va-t-il se passer?
Et là, il y a quelque chose qui est assez inquiétant, c'est le fait que, à la différence de certains de nos proches voisins, la productivité française a reculé en 2020 et au début de 2021. Et ça s'explique justement par ce maintien sous tente à oxygène de toute une série d'entreprises. Donc les gens continuent de travailler, ils sont donc comptés. Ils continuent à aller au travail. Ils continuent à aller au travail. Ce qui n'est pas la même chose que travailler. Oui, disons, ils peuvent même travailler, mais les services et les biens qu'ils produisent ne se vendent pas à un prix suffisant pour couvrir les dépenses. Et ça veut donc dire que du jour où les aides s'arrêteront, nous aurons toute une série d'entreprises qui feront faillite. Donc ça, c'est un premier point. Et en plus, elles n'ont pas les fonds propres suffisants pour... parce qu'on sait que le drame des entreprises françaises, c'est une absence de fonds propres. Absolument. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi à des entreprises qui sont en bonne santé. Ce n'est pas une caractéristique seulement de ces entreprises. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, qui vient immédiatement après, c'est que même les entreprises qui sont aujourd'hui en bonne santé ont, du fait des mécanismes d'aide et du fait que la France a aidé surtout avec des garanties de crédit, beaucoup plus qu'avec des engagements budgétaires. Quand on regarde les chiffres globaux des formes d'aide, on voit qu'il y a une très grande différence entre ce que nous avons fait et ce qu'ont fait par exemple les Américains, ce qu'ont fait les Allemands, où ça a été essentiellement le budget qui a aidé. Donc ça a été des subventions, des dons, pour le dire tel que. Les entreprises françaises, donc y compris celles qui vont bien, ont accumulé une dette à l'égard de l'État ou à l'égard de divers autres organismes. Une dette qui a été souvent donnée par une banque avec la garantie de l'État. Voilà, c'est ce qui revient à dire c'est une dette à l'État. Et donc on va se poser la question, si on exige que les entreprises remboursent leurs dettes, alors on a vu le gouvernement a reporté la date de remboursement un certain nombre de fois, elles vont avoir des problèmes tout à fait évidents. Si le gouvernement allonge la durée de remboursement sur 8-10 ans, ça va obliger les banques à restructurer une partie de cette dette. Et si le gouvernement prend conscience qu'une partie de ces dettes ne pourront pas être remboursées, eh bien il va falloir justement que le gouvernement à nouveau mette la main à la poche. Donc ça... Attendez, donc ça voudrait dire à ce moment-là que si les entreprises ne réussissent pas à s'en sortir, la garantie de l'État est appelée. Tout à fait. Elle est appelée. Et donc le déficit budgétaire va re-exploser. Absolument, absolument. Il pourrait y avoir... alors après, c'est difficile de faire des estimations, on se dispute un petit peu avec les collègues là-dessus, mais cela pourrait représenter entre 4 à 5 points de PIB. Évidemment, pas nécessairement sur une année, ça pourrait être étalé sur 2, voire sur 3 ans, mais il faut savoir que c'est ça, grosso modo, l'ordre de grandeur. Les fonds propres des banques, c'est combien? Je pose une question un peu traître, là, parce que je ne m'y attendais pas, mais je veux dire, les fonds propres des banques, aujourd'hui, ça ne doit pas représenter 4 ou 5 points du PIB? Je n'ai pas... Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je veux dire par là, c'est que quelque part, ça reviendrait à une quasi-nationalisation des banques. Oui, ou en tous les cas, à appliquer une forme de garantie de l'État sur toute une série de crédits. Donc on sort la garantie du bilan de la banque et on la met à l'État à la place. Voilà. Je pense que c'est... Donc ça fait monter la dette en pourcentage du PIB. Voilà, je pense que c'est à cela que l'on va se résoudre. Un jeu de bonne taux, quoi. Oui, on va se résoudre à ça, parce que, autrement, le choix, c'est de faire mourir des entreprises qui, elles, sont en bonne santé. Bon, de toutes les manières, les entreprises qui sont en mauvaise santé vont mourir du jour où on va couper les aides, bien, mais il y a des entreprises en bonne santé que l'on a contraint d'accumuler des dettes au lieu de leur donner des subventions. Et si vous voulez, à partir du moment où c'est l'État qui a forcé les entreprises à s'arrêter, logiquement, l'État aurait dû se substituer à ce chiffre d'affaires qui ne pouvait pas avoir lieu. Oui. Bon. Il a préféré jouer la carte des crédits,
Il a donc dit aux banques, Et vous leur prêtez. Pourquoi c'est des raisons de présentation comptable? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Première raison, il s'est dit, compte tenu de l'action de la Banque Centrale Européenne, nous trouverons très facilement des moyens de refinancer cela. Ce n'était pas faux. Après, encore faut-il savoir combien de temps les conditions actuelles de la Banque Centrale Européenne vont durer. Et mon petit doigt me dit qu'elles risquent de ne pas durer très longtemps encore. Mais ça, c'est un autre problème. Après, il y a effectivement une deuxième raison. Effectivement, un jeu comptable qui consistait à dire nous n'aggravons pas trop la dette publique du fait de la crise de la Covid, et à repousser une future aggravation de la dette dans l'année ou les années suivantes. L'élu suivant voilà. qui se déclare sans je pense qu'il y a eu cela. Bon. Une troisième possible réponse, et d'ailleurs, ces réponses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Une troisième possible réponse, c'est le fait qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires au ministère des Finances sont un petit peu amoureux des montages financiers. Ah ben, voilà, qu'il dit oui. Voilà. Et donc, ils considèrent que c'est toujours plus élégant de faire une subvention à travers divers montages de crédit que de le faire directement. Ils trouvent ça un petit peu vulgaire d'engager directement. Et surtout quand ils font la subvention, ils restent aux commandes de l'argent qui a été donné. Tandis que s'ils faisaient un don, ben, ce serait plus qu'eux qui seraient les chefs. Ça serait un don. Hein. Ce serait un don est un don. Hein. Un don est un don. Donc quelque part, c'est une façon pour eux de donner de l'argent, mais pas vraiment. Quoi. Oui, tout à fait. De pouvoir continuer à contrôler. De pouvoir absolument continuer à contrôler. Qui est leur douce habitude. Ils veulent toujours contrôler. Et là, de fait, ils contrôlent indirectement les entreprises, mais ils contrôlent directement les banques. Puisque ce sont les banques qui sont en première ligne. Ce qui n'est pas nouveau. On sait très bien que le but de Bercy, ça a toujours été de contrôler les banques. Il n'y a rien de nouveau là-dessous. Donc ça, c'est moyen terme. Voilà, alors ça c'est le court terme, c'est des choses qui vont se... Pour dire assez rapidement. Voilà, c'est première série. Après, il y a une deuxième série de problèmes. Ce sont les problèmes liés, je dirais, au recul de la France au sein de l'Union européenne, et un recul qui s'est manifesté de manière assez violente avec la crise de la Covid. Et là, à nouveau, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'on va continuer à orienter l'économie française vers une économie de services? Mais on voit très bien que cette économie de services pose des problèmes, y compris des problèmes d'indépendance nationale dès qu'il y a une crise. Et là, si vous voulez, il est intéressant de lire calmement la dernière allocution de notre président de la République. Il dit, à un moment donné, que la situation un petit peu merveilleuse dans laquelle on était avant la crise, où on pouvait acheter des produits à l'ensemble du monde, a été interrompue par la crise de la Covid. Bien. Alors, ce qui est techniquement vrai, hein, c'est vrai, il y a eu l'interruption des chaînes commerciales. Des lignes aériennes, etc. Donc ça ne se discute pas. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir, oui, mais ce que la Covid a provoqué, d'autres événements auraient pu le provoquer. Et des événements créés par l'homme, d'une certaine manière, que ce soit des conflits diplomatiques, voire des guerres, etc. Donc, on comprend bien que la situation dans laquelle est la France actuellement est une situation d'assez grande vulnérabilité à cause de sa transformation. Alors, en économie de service, c'est dit peut-être un petit peu vite, mais disons, dans une économie qui va concevoir peut-être des produits, mais qui ne va pas les faire réaliser, disons qu'il ne va pas les faire construire. Il y aura des centres de recherche, mais pas d'usine. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Le Charles Leclerc, on est en train de prévoir une nouvelle vague d'amélioration. Régulièrement, tous les 7-8 ans, il y a des vagues d'amélioration qui sont mises en œuvre. Bon, et on commence à penser au char futur qui devrait apparaître vers 2035-2040. Mais il y a, si vous voulez, un problème très simple. Les épiscopes du char sont fabriqués en Chine. Donc, même sur un matériel qui intéresse directement
la défense nationale. Le système de visée, ou disons le système d'observation, il a bien été conçu en France, mais il est réalisé par une entreprise chinoise. Et là, si vous voulez, il va y avoir un véritable problème, car je ne pense pas que l'on puisse faire aujourd'hui l'économie d'une forme de recentrage de la production sur le territoire. Au moins pour la défense, semble-t-il. Ce que vous dites est intéressant parce que ça répond exactement à ce que dit, d'une certaine façon, Nassim Taleb, vous savez, dans Fragilité, Antifragilité. Dans ce qu'on a bâti, c'est un système économique qui était complètement optimisé et qui donc, de ce fait, était complètement fragile. Oui. Et donc maintenant, il y a toute une série d'hommes politiques qui disent, dites les gars, c'est bien d'être fragile, mais si les autres commencent à nous taper dessus, on ne sera pas très costaud, quoi. Donc on sent venir de la part du politique un retour vers l'antifragilité, qu'on peut appeler protectionnisme, qu'on peut appeler ce que vous voulez, ou politique industrielle, ce que vous voulez, mais il semble bien qu'il y ait une demande pour l'optimisation maximum de la production. C'est bien pour les profits, mais c'est pas terrible pour l'indépendance nationale. Absolument. Et en fait, ça renvoie à quelque chose. Si nos dirigeants, y compris nos dirigeants économiques, avaient eu un petit peu de culture, je dirais, en sciences de la vie. C'est le fait de comprendre que un être vivant qui est parfaitement optimisé n'est pas durable. Et dans ce sens-là, mais il est durable tant que les conditions ne changent pas. Voilà. Mais s'il y a une petite montée de température, une petite baisse de température, il claque. Il disparaît. Oui, c'est ça. Tandis que le mammifère un peu couillon, il y a 250 millions d'années, lui, il a survécu parce qu'il pouvait survivre à peu près à n'importe quoi. Et il était adaptable. La question n'est pas d'être le mieux adapté possible à une situation donnée, mais d'être le plus adaptable à un grand nombre de situations possibles. Et ça, c'est effectivement, c'est une différence de philosophie extrêmement importante. Bon, donc on va avoir cette question, et mais elle se pose partout en Europe, parce qu'il n'y a plus de défense en Europe. Voilà. À part la défense française et un peu la défense anglaise, il n'y a plus rien. Tout à fait. Elle va se poser en Europe, mais elle pourrait remettre en cause certaines des règles qui sont appliquées par l'Union européenne. Et on voit bien que soit on décidait à 27 de rapatrier des activités, mais les rapatrier où ? Par exemple, faire fabriquer nos épiscopes en Chine, d'accord, ce n'est pas bien. Mais est-ce que les faire fabriquer en Roumanie, juste à côté de la Turquie, en Bulgarie, voire en République tchèque, en Slovaquie, est-ce si bien que cela, du point de vue stratégique? Je ne dis pas d'un point de vue industriel, mais strictement d'un point de vue stratégique. Donc, si on prend au sérieux cette idée de recentrage de la production vers le territoire national, comment l'Union européenne peut-elle s'accommoder du fait que chacune... Alors, je pense effectivement qu'elle ne peut pas. On peut... Je comprends très bien qu'on le discute. Elle peut faire des réunions là-dessus. Voilà. Mais là, il va y avoir un problème. Donc ça, c'est un problème de moyen terme qui va se poser, qui se pose d'ailleurs sur la question des médicaments, si vous voulez. Mais qui se pose dans un autre domaine, qui est les semi-conducteurs. Tous les semi-conducteurs du monde sont faits à Taïwan, par TSMC ou n'importe quoi. Bon, maintenant, pour faire une nouvelle usine de semi-conducteurs, c'est 17 à 20 milliards de dollars. C'est pas rien. Et tous les semi-conducteurs de haut de gamme sont faits à Taïwan, à 40 ou 50 km de la Chine, qui peut être envahie demain. Si la Chine envahit Taïwan, l'économie mondiale s'arrête instantanément. Tout à fait. Donc c'est un autre exemple de fragilité, si je veux dire. Tout à fait, c'est une très grande fragilité. Alors là, le gouvernement veut créer une grande usine de semi-conducteurs en France. Bon, et c'est un projet qui d'ailleurs a pas mal avancé. C'est bien. Mais c'est 20 milliards de dollars ? Oui. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, c'est pas comme si... non. On parle pas de faire un atelier de mécanique à Sochaux. Hein. Non. Et donc il va y avoir des financements multiples, y compris d'ailleurs des financements européens. Mais le problème se repose par exemple sur la question des médicaments. Oui, pareil. Toutes les matières premières sont faites en Inde. Voilà. Et plus que les matières premières, les molécules, même les molécules complexes, sont faites soit en Chine, soit en Inde, l'Inde étant une très grosse puissance de ce point de vue-là pour la production médicamenteuse. Et on voit d'ailleurs comment se pose le problème sur la question des vaccins. Bon, l'industrie française n'a pas été capable de produire un vaccin pour des raisons qui sont d'ailleurs assez complexes, de choix industriels erronés qui ont été faits par moments par certaines entreprises françaises, ou de choix à plus long terme, mais qui ont négligé des choix de court terme. Bref,
on ne va pas revenir là-dessus. Il n'en reste pas moins que nous avions une possibilité, et compte tenu de ce que représente la France, on avait en fait la possibilité un petit peu de faire sentir notre poids, de demander que BioNTech Pfizer fasse produire en France une partie des vaccins. Et non pas simplement ce qu'ils nous ont concédé, qui était l'embouteillage. Bon. Et là, on voit bien à nouveau le problème. On aurait pu le poser sous un autre angle. Bon, Pfizer refuse. Et à ce moment-là, le gouvernement français aurait pu regarder d'autres producteurs, y compris des producteurs qui ne sont pas en Europe. Je pense par exemple à Sputnik V, qui était tout à fait prêt de vendre la licence du vaccin. Autrement dit, nous aurions eu la possibilité de constituer en France un pôle autour de ça, et puis après, eh bien, ce pôle aurait pu se développer et se libérer petit à petit de cette espèce de dépendance technologique initiale. En fait, c'est ce qu'ont fait beaucoup de pays en voie de développement, qui ont commencé par produire sous licence sur leur sol. C'est ce qu'a fait le Japon, c'est ce qu'a fait la Chine, et qui progressivement sont remontés. Et on voit bien que c'est aujourd'hui l'une des stratégies que l'on devrait aborder. Donc là, il y a une vraie question, et de cette question, et c'est pour ça que je pense que c'est un problème de moyen terme, dépend beaucoup la structure de l'emploi dans les 5 années à venir en France. Parce que soit on décide de continuer vers des emplois de service, en sachant que ces emplois de service sont à la fois volatiles, mal payés et mal payés. Mal payés et sans gain de productivité. Et avec des gains de productivité, disons, très faibles. Mais effectivement, par exemple, dans la restauration... Il n'y a pas de gain de productivité. Il n'y a pas de gain de productivité. Donc, ça. Ou alors, nous faisons la décision de réindustrialiser de manière... Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l'industrie comme en 1950, hein, mais il s'agit de réindustrialiser. Et donc, d'avoir... De reconquérir, plutôt qu'industrialiser, de reconquérir le potentiel intellectuel de la production. Mais pas seulement le potentiel intellectuel. Mais celui-là, on l'a laissé partir quand même. Mais le potentiel... De la production. Oui, mais le potentiel aussi, le fait de produire. Parce que le problème actuellement en France, c'est que nous restons des centres d'innovation. Oui. Nous restons un centre d'innovation important, oui, dans toute une série de domaines, mais nous ne faisons plus faire sur notre territoire toute une série de produits. Je vous donne un exemple qui m'a frappé beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup vécu en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, à Hong Kong. Bon, quand j'étais à Hong Kong, je suis arrivé en 2001 ou quelque chose comme ça, il y avait 5000 Français qui étaient à Hong Kong. Il y avait un certain nombre d'employés de banque, plus les entrepreneurs de base, quoi. Maintenant, il y en a 25 000. Il y a plus de Français que de Britanniques à Hong Kong. Ce qui veut dire que, et si je vais en Floride, il n'y a que des Gaulois, si je vais en Californie, il n'y a que des Gaulois, vous trouvez ces gars-là qui sont à la fois ingénieurs, producteurs, etc., partout, sauf en France. Ils sont tous barrés. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème d'immigration des talents. Tout à fait. Alors ça, si vous voulez... Il faut les faire revenir. Oui, oui. Ça, c'est un problème, mais c'est un problème que moi, j'appelle un problème de long terme, parce que, on voit bien, on ne va pas les faire revenir en 2-3 ans. Surtout s'ils ont épousé une femme locale, là, ils ne reviennent pas. S'ils ont parti avec une Française, il y a un coup de peau, là. Bon, j'ai des expériences qui contredisent un petit peu cela. Si vous voulez, en fait, c'était un ami de lycée, donc très lointain, qui lui avait continué à faire des mathématiques, alors que moi, j'étais passé dans l'économie. Quelque chose de plus simple. Voilà. Et qui a créé son entreprise avec 3 Américains. Il a créé une entreprise de logiciels dans la Silicon Valley. Et sa femme lui a dit, sa femme américaine, lui a dit, 1 an avant qu'éclate la bulle Internet, lui a dit, on revient en France, je n'ai pas envie que mes enfants aillent dans le système d'école primaire des États-Unis. Mais il faut dire que la Californie, c'est spécial. Hein. La Californie, c'est pas... elle aurait été dans l'Oklahoma, ça aurait été plus simple. Voilà. La Californie, c'est quand même là où il y a tous les fous et tous les génies. Mais... Donc c'est elle qui a voulu venir en France. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Alors, ça nous amène au problème de long terme. Le problème de long terme qui se pose ici, c'est bien de savoir,
quelle place la France peut-elle viser dans la division internationale du travail, en sachant, et ça vous avez eu tout à fait raison de le dire, que nous sommes actuellement dans une phase de recul de la mondialisation, ce que j'appelle la démondialisation, dont on ne sait pas encore jusqu'où elle peut aller. C'est une constante dans l'histoire, un coup on monte, un coup on descend, un coup on monte, un coup on descend. Il y a eu des cycles, il y a eu des cycles. Des cycles de 30-40 ans. Voilà. Aujourd'hui, nous avons engagé un cycle de recul. Alors, il peut se faire de manière très intéressante pour la France, parce qu'à travers cette démondialisation, la France peut retrouver des opportunités importantes. L'économie de proximité, ça devrait nous favoriser, voilà. Pour l'agriculture, par exemple. Mais il peut aussi y avoir des problèmes géostratégiques importants avec la montée d'acteurs nouveaux, mais aussi avec la résurgence d'acteurs anciens qui ne vont pas accepter de perdre le pouvoir qu'ils avaient il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Je pense par exemple aux États-Unis. Les États-Unis ont aujourd'hui un véritable problème qui est celui de gérer leur décroissance au niveau mondial. Oui, alors là, il y a deux choses qu'on va dire, si rapidement. C'est, bon, le point de vue militaire, économique, c'est tout à fait exact, mais leur pouvoir sur le monde de l'information et le monde des nouvelles technologies est à 100%. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène curieux qui se passe aux États-Unis, c'est qu'ils accroissent massivement leur pouvoir dans tout ce qui est information, nouvelles technologies, et qui reculent par ailleurs. Donc, c'est pas aussi simple aux États-Unis. Oui, tout à fait. Tout ce qui est, si vous voulez, le cloud et tout ça machin-là, mais complètement dominé par les États-Unis. Il n'y a qu'eux, quoi. Il n'y a personne d'autre. Et donc, ça pose un problème de souveraineté gigantesque. Tout à fait, en sachant que en Chine, et secondairement aussi, tout à fait, il y a des efforts justement pour ne pas être dépendant des États-Unis et pour se constituer. Mais aucun en Europe. Voilà, aucun en Europe, et pour constituer donc des pôles qui seraient des pôles alternatifs aux États-Unis. Donc on a un vrai problème. J'ajoute que dans cette situation générale, il y a un problème qui est particulier au moment actuel, qui est celui de l'appauvrissement d'une partie de la population française suite à la crise de la Covid. Alors c'est un problème à la fois de court et de moyen terme. Mais ça, la Covid a révélé cet appauvrissement plus qu'elle ne l'a créé, à mon avis. Elle l'a créé aussi en partie. Alors c'est vrai qu'elle l'a révélé, mais vous avez un chiffre qui est extrêmement intéressant. On considère, enfin, d'après les derniers calculs de la Banque de France, que les Français ont épargné 165 milliards au cours de la crise Covid. Ils en ont redépensé actuellement environ 25 à 30 milliards, mais il y a donc grosso modo entre 130 milliards, autour de 130 milliards, qui continuent d'être épargnés. Bien. Quand on regarde qui a épargné, on se rend compte qu'il y a 30% des ménages qui ont désépargné. Oui, mais ceux qui en bas. Voilà. Donc, la crise de la Covid a accru de manière extrêmement importante les inégalités. Mais bien sûr. Et si on ne prend pas conscience de ce problème, et je suis d'ailleurs très frappé que ce problème actuellement reste en dessous du radar dans la campagne présidentielle, alors que c'est un problème qui est extrêmement... Parce que la campagne présidentielle est faite par des Parisiens. Je suis d'accord. Si vous alliez dans Gascogne, vous n'auriez pas la même réponse. Voilà. Mais à cause de ce problème-là, on risque d'être confronté à un moment donné à une crise sociale et une volonté de rattrapage des revenus, donc des salaires, qui va percuter d'une certaine manière l'ensemble de l'économie française. Et si vous voulez, on peut prendre comme métaphore ce qui s'est passé en 1968. En 1968, c'est ce que nous avons eu. Grosso modo, il y avait eu un retard pris dans l'évolution des salaires de 1961, 61-62 jusqu'à 68, qui est rattrapé avec le plan de stabilisation de ce bon Giscard. Voilà, tout à fait. C'était largement lié à ça. On peut pas dire celui-là, il n'a jamais rien compris, mais enfin, c'est un détail. Rattrapé en 68, et heureusement pour la France, nous avions encore la possibilité de déprécier notre monnaie. Voilà, la dévaluation de 69. Voilà, ce qu'on a fait en 69 et qui passe aujourd'hui pour l'une des dévaluations les plus réussies de l'histoire de France. Le problème, c'est que s'il nous arrive la même histoire, nous ne pourrons plus dévaluer, puisque dans l'euro, on ne peut pas dévaluer. Ben non. Et on ne peut pas faire une dévaluation interne puisqu'on l'a déjà faite. Voilà. Donc,
problème, si vous voulez. C'est les gilets jaunes. Voilà. C'est justement ce que vous décrivez, c'est les gilets jaunes au carré, quoi. Exactement. Et c'est, je dirais, un petit peu le problème qui est en surplomb de l'ensemble des problèmes économiques que j'ai décrits, parce qu'on voit bien que le jour où cette tempête va se déclencher, ça risque de perturber, voire d'annuler tous les efforts qui ont été faits. Et là, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que moi je fais des petits travaux aussi dans mon coin, et quand j'étais étudiant, vous l'avez été aussi, grosso modo, le tiers de l'argent dont je disposais à l'époque allait dans mes transports, l'énergie, le tiers allait dans la bouffe, et le tiers allait dans le logement. Bon, c'était les trois. Donc si vous faites et ça, dans le fond, j'en suis sorti parce que j'ai cessé d'être étudiant, j'ai cessé d'être fauché. Bon, ce qui est une idée intéressante, mais les études vous amènent à cesser d'être fauché. Bon, oui. Mais alors, si vous faites maintenant un indice avec ces trois caractéristiques qui sont l'indice du coût de la vie des gens pauvres, et qui restent pauvres. Tout à fait. Vous voyez que dans tous les pays du monde à l'heure actuelle, avec la hausse de l'énergie, la hausse des logements et la hausse du prix de la bouffe, le niveau de vie des pauvres est en train de s'écrouler. Mais de façon... Si vous voulez, cet indice, c'est à 12,5% de hausse d'une année sur l'autre aux États-Unis. Alors ceux qui sont en bas de l'échelle, mais ils doivent ramasser plein la tête en ce moment. Ils ne doivent plus avoir un billet de 5 € pour aller... pour sortir. Donc je veux dire, cette espèce de hausse des matières premières est un phénomène dramatique pour les gens les plus pauvres. Oui. Et on est en plein dedans. On est tout à fait... Alors... c'est pas du long terme, ça. Non, pas du court terme, c'est tout maintenant. à fait. Là, j'ai fait une émission sur RT il y a de cela un peu plus d'une semaine, où je parlais justement du développement de cette pauvreté, alors même que les statistiques de l'INSEE, et l'INSEE ne ment pas, si vous voulez. Il déflate par le mauvais indice. Oui, ou plus précisément, il regarde une moyenne. Voilà. Et cette moyenne, on voit très bien qu'elle est tirée par les revenus des 10 à 15% les mieux lotis de la société. Donc, on a un problème au bas de l'échelle, qui est un problème qui est très grave. Qui est très grave. Et quand on se raccroche beaucoup aussi au problème de l'immigration, parce que les gens qui sont immigrés, souvent, ils sont là. Au début, au moins, ils sont tous là. C'est souvent eux, effectivement. Ce n'est pas qu'eux, mais c'est souvent eux. D'ailleurs, on le voit dans les attributaires des aides alimentaires, que ce soit le secours populaire, le secours catholique, les restos du cœur aussi. Bon, on voit très bien qu'il y a une surreprésentation de la population immigrée. On a une surreprésentation des micro-entrepreneurs ou des indépendants. Ça, c'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui sont essayés à être tout seuls, d'être indépendants. Voilà, et qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, de jeunes. Alors, qui peuvent évidemment être considérés comme travailleurs indépendants parce que ce sont des livreurs que l'on oblige à être dans des statuts d'auto-entrepreneurs, parce que d'origine ils sont soit immigrés, soit des enfants d'immigrés. Bon, donc il y a des combinaisons de critères, mais ça joue aussi beaucoup. Et phénomène tout à fait dramatique, 20% des enfants en France sont considérés comme pauvres ou très pauvres. Et donc souffrant de malnutrition ? Alors ça, si vous voulez, c'est des statistiques extrêmement précises qui ont été rassemblées par le Secours catholique. J'ai regardé les données du Secours populaire, elles disent la même chose. Donc on peut penser qu'il y a vraiment une convergence des observations là-dessus. Et donc là, nous avons un véritable problème. Alors, évidemment, les gens qui sont très pauvres, d'une certaine manière, dans 99% du temps, ils se plaignent, mais ça ne se voit pas. Jusqu'au moment où ça devient une révolte brutale. Effectivement, et vous avez parlé des Gilets jaunes, si vous voulez, le démarrage des Gilets jaunes... Ça a été les 80 km/h et la hausse du diesel. Parce que ça leur a enlevé les derniers 10 € qu'ils avaient. Tout à fait. Et la première pétition, c'est une pétition comme il y en a plein qui sont lancées. D'ailleurs, elles peuvent être très justes, si vous voulez, mais il y en a plein qui sont lancées et qui ont très peu d'impact. Et là, tout d'un coup, ça a fait tache d'huile. Il y a eu pratiquement 2 millions de gens qui l'ont signé. Donc, ce problème-là,
il faut le savoir, c'est un petit peu ce qui nous plane au-dessus du crâne et qui va nous planer au-dessus du crâne pour les 2-3 ans qui viennent, si nous ne prenons pas des mesures importantes. Surtout s'il y a toute une série de sociétés qui arrivent à la période de fin d'aide. Tout à fait. Dans ce moment-là, ça va faire qu'accroître. Donc ça, c'est la France. Alors maintenant, parlez-moi un peu de l'Europe. Alors, parce que l'Europe, oui. Je suis pas très, comme vous le savez, je n'ai cessé de dire que l'euro, c'était la machine à tuer l'Europe. C'est ce qui est en train de se produire d'ailleurs. Que l'euro tuait l'Europe que j'aimais, c'est-à-dire celle de la diversité, pour essayer de nous en faire un lit de Procuste sur lequel personne ne va se coucher. Donc, alors parlez-moi un peu de l'Europe, maintenant que je vous ai déclaré mon biais, mais que vous connaissiez. Oui, tout à fait. Et que je partage en partie, effectivement. Alors, au niveau européen, nous avons deux tendances contradictoires, mais qui sont intéressantes. En un sens, on peut penser qu'une partie des autorités européennes ont compris la gravité à la fois de la crise Covid, mais de la situation qui s'était accumulée avant. Car il faut savoir que l'Europe l'Union européenne, vaut mieux parler de l'Union européenne que de l'Europe, l'Union européenne n'a jamais réellement digéré la crise de 2008-2010. Nous sommes toujours restés dans les séquelles de cette crise. Et surtout celle de 2011-2012, la crise de l'euro. Tout à fait. C'est pas tellement 2008-2009, on l'avait digéré, mais la crise de 2011-2012 est la conséquence de la crise de 2008-2010. Absolument, ce qui l'a fait apparaître pour un truc en pleine lumière. Tout à fait. Donc, ils l'ont compris et ils ont tenté de mettre en œuvre des mesures correctrices. Alors, il y a eu le fameux PEPP, donc ce plan de rachat de dette mis en place par la BCE durant la pandémie. Nous avons eu... Ce qui, je peux me permettre, était formellement opposé au traité. C'était complètement interdit par les traités. Tout à fait, tout à fait. Mais, alors, même chose... Comme le diable gît dans le détail ici, c'est que, comme dans tout traité, il y a des clauses d'urgence. Oui, bien sûr. Bon. Et ils se sont dit, ben voilà, avec la pandémie, nous avons toutes les raisons d'invoquer les clauses d'urgence. Bon. Mais évidemment, on se pose la question de savoir, est-ce que l'on peut, sans toucher à la lettre des traités, transformer ces clauses d'urgence en des clauses stables, en des clauses sur 10 ans. Il y a une interdiction d'avoir des emprunts garantis conjointement, et que c'est très embêtant, j'en ai discuté avec Marcus Kerber aussi ici, et ce qui est très embêtant avec ça, c'est que si vous avez des emprunts qui sont faits conjointement, ça implique la naissance d'un ministère des Finances. Tout à fait. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir. Et donc on va un peu plus dans la direction de la fédération. Voilà, tout à fait. Donc on a ce problème-là, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une grosse bataille qui commence à être livrée, alors que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Pays-Bas, entre ceux qui disent, bon, la crise sanitaire est en train de se terminer. Bien sûr, pour l'instant, nous avons une nouvelle vague du virus, mais on comprend bien que cette crise sanitaire va décliner en 2022 rapidement. Il est temps de revenir à la normale. Et la normale, c'est la norme austéritaire que nous avions connue jusque-là. Alors, après, on peut discuter. Est-ce qu'on va y revenir tout de suite en 2022? Est-ce qu'on va attendre 2023 pour un retour? Mais clairement, on est dans cette logique-là. Donc ça, c'est un... Et il y a ceux qui disent la seule possibilité pour l'Union européenne de survivre, c'est de faire un pas décisif vers la fédération. Vers l'Europe fédérale. Et aujourd'hui, c'est un débat qui est en train de déchirer, je dirais, les administrations de Bruxelles, mais qui est assez violent d'ailleurs au sein de Bruxelles. Mais on ne peut pas faire ce pas sans demander leur avis au peuple. Tout à fait. C'est pas possible. Et c'est ça le troisième point. Et le troisième point, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, et je suis d'ailleurs très étonné, j'ai rencontré l'ancien président des Amis de Jean Monnet, on comprend bien qu'il est extrêmement européen, et qui était tout aussi critique que moi sur le fonctionnement de l'Union européenne, en disant l'Union européenne est morte. Mais je crois qu'en réalité, on est allé... Vous savez, vous aviez deux tendances, soit de faire une Europe de la diversité, qui aurait été une Europe de la liberté, un peu... C'est ce que j'appelle l'Europe avant de l'or, qui marchait gentiment. On ne savait pas très bien comment, mais ça crapotait, ça marchait gentiment. Tout le monde essayait, puis il y avait pas de... Puis chacun avait son taux de change, et puis on ajustait tranquillement. Et puis on a essayé de faire une Europe puissance. C'est qu'il y a un grand rêve français.
C'est un grand rêve français. La France a toujours cru que... Ou allemand. Ça a été parfois dans le rêve allemand de faire l'Europe puissance sous leur... Mais disons, les Allemands sont... Ils en sont revenus. Oui, puis ils ont des freins intellectuels. Aussi. Oui, ils ont des freins intellectuels qui les empêchent. Qui en principe le droit. Voilà. Ils croient beaucoup au droit, les Allemands. Alors que nous, on n'y croit pas. Mais les Français, ils ont considéré effectivement que, puisque la France n'avait plus la taille nécessaire pour rester la grande nation qu'elle avait été au XVIIIe, au XVIIe, XVIIIe et au début du XIXe siècle, elle trouverait dans l'Europe, dans l'Union européenne... Enfin, mais dirons, les classes dirigeantes françaises ont pensé qu'ils leur destin, c'était de diriger l'Europe. Je ne pense pas qu'ils aient tellement pensé à la France, ils ont pensé à leur destin personnel beaucoup plus que... Oui, mais en langue, disons, en l'emmaillotant. Donc on a devant nous une crise existentielle pour l'Europe qu'il va falloir trancher. Tout à fait, on va avoir une crise. On arrive au moment de décision. Tout à fait, et cette crise existentielle, elle va prendre un aspect très aigu comme crise de l'euro. Oui, évidemment. Voilà, parce que c'est la crise de l'euro qui va le révéler. Parce que l'euro était la dernière étape vers cette puissance. Et les mesures qui ont été prises par la BCE ont, d'une certaine manière, encouragé les États européens à s'endetter beaucoup plus. Bien sûr. Or, du jour où la BCE va couper le robinet, le problème va se reposer. Mais toutes les banques européennes sautent. Parce que ce que fait la BCE aujourd'hui, j'essaie de l'expliquer à nos auditeurs, c'est qu'elle prête de l'argent à -1 aux banques, c'est quand même extraordinaire. Donc vous donnez de l'argent à -1, je ne sais pas, à la BNP, qui prend l'argent et qui va acheter des obligations italiennes qui donnent du 1 ou du 1,5, et comme ça vous faites du 2,5%, vous ne vous posez pas de questions. Et donc vous soutenez les banques. Mais si on ne le prête plus à -1, ben les obligations italiennes vont aller à 5. Absolument. Et tout saute. Absolument. Donc ils ne peuvent pas. Et l'Italie ne peut pas supporter des taux d'intérêt. Nous non plus. Donc il y a un véritable problème. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit même à Paris, qui en ont conscience. Qui en ont conscience et qui disent l'euro est en danger. Nous ne savons pas encore si l'euro en 2025 sera capable de supporter le choc. Alors une question, parce que je réfléchis sur tout ça depuis très longtemps, comme vous le savez, comme vous aussi. Ce que je ne réussis pas à déterminer, c'est est-ce que les phénomènes que nous analysons sont cumulatifs. Je veux dire par là, chacune des crises de l'euro était plus grave que la précédente. À chaque fois, il a fallu, on a commencé par 1 milliard par-ci, puis 10, puis maintenant on en est au trillion. Vous voyez ce que je veux dire, un trillion, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est tellement gros que j'y comprends rien. Mais donc vous prenez... Est-ce que la prochaine crise va demander des sommes encore qui sont dans un factoriel de 10 par rapport à ce qu'on avait avant? Très probablement. Parce que ce que je voudrais savoir, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, d'où on va les sortir, c'est même pas possible. La seule issue technique possible, ce serait que la Banque Centrale Européenne se décide à racheter, grosso modo, entre le quart et le tiers de la dette de tous les États. Oui. Bon. Et la sanctuarise en son sein. Mais ça règle le problème du moment, mais ça ne règle pas le problème de la dérive des pays qui ne sont pas compétitifs. Alors, ça c'est vrai, mais au moins ça permettrait aux pays de supporter une hausse des taux. Oui, mais alors, c'est complètement interdit par la Constitution allemande. Parce que là, on retrouve la cour de Karlsruhe. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est bien cela, tout le problème, entre... ceux qui disent, et c'est un discours qui se tient actuellement à Bruxelles, qui se disent, même par rapport à la Constitution allemande, il y a une supériorité des règles européennes, puisque l'Allemagne a signé le traité, elle accepte de facto le fait de se mettre en état second. On m'a répondu à ça, des Allemands, ils m'ont dit, c'est faux. J'ai été intéressé. Ils m'ont dit c'est faux pour une raison très simple, c'est que la base de la démocratie allemande, c'est le vote de l'impôt par le citoyen allemand. Et le citoyen allemand ne peut pas être appelé à garantir une dette qui a été mise par un autre État pour lequel il n'a pas voté. Donc la démocratie ne passe pas en dessous
du traité. La démocratie, le principe démocratique est au-dessus du traité. C'est entièrement exact. D'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour de Karlsruhe, qui a déjà quelques années, qui expliquait qu'il n'y avait de démocratie que dans le cadre d'un État-nation. Oui. Donc il n'y avait pas de démocratie européenne en tant que telle. Il n'y avait pas de souveraineté européenne. Voilà, il y avait de démocratie que dans le cadre d'un État-nation. Mais nous allons avoir un véritable conflit entre des gens qui, à Bruxelles, vont dire « Mais non, c'est nous qui avons la primauté et les États, grosso modo, le droit des États est un droit subordonné au droit de l'Union européenne. » Vous qui connaissez bien la Russie, ça doit vous rappeler la souveraineté limitée. Oui, c'est la souveraineté limitée. C'est la souveraineté limitée. De ce bon Brejnev. Oui, de Brejnev en 1968. Et ceux qui, au sein des États, vont dire non, nous avons une souveraineté qui est à égalité, voire qui est supérieure. Non, qui est supérieure parce que nous, c'est la démocratie. Tout à fait. C'est le peuple. Le souverain, c'est pas la loi, c'est le peuple. Tout à fait. Et là, alors, dites le souverain, c'est le peuple et non pas la loi. Moi, je suis d'accord. Mais tout l'effort de Bruxelles, c'est de nous faire croire que le souverain, c'est la loi et pas le peuple. Oui, mais il faut faire attention parce que c'est aussi une autre tradition juridique qui consiste à dire que le souverain est la loi et non pas le peuple. Vous prenez par exemple la tradition issue de Kelsen. Alors, chez Kelsen lui-même, c'est pas du tout aussi clair. Bien sûr, il y a toute la notion de hiérarchie des normes, mais il n'est pas allé jusque-là. Mais les gens qui ont utilisé Kelsen en droit et en sciences politiques, eux disent cela. Et ils disent que la loi est supérieure au peuple. Face à ça, vous avez l'autre tradition, qui est la tradition, alors, française, alors franco-allemande en fait, puisque... Et Angleterre, le vote... Tout à fait. Le vote du Parlement. Le vote du budget... et le vote du Parlement, qui est essentiel. Mais la souveraineté anglaise existe quand la reine et son Parlement sont réunis ensemble à Westminster. C'est le moment où ça existe. Tout à fait. Et donc, vous avez ces deux traditions. Mais c'est les traditions qui nourrissent l'Europe. C'est là tout le débat de l'Europe aujourd'hui. Absolument. Vous avez la loi, et la loi est au-dessus, ou le peuple est au-dessus. Et c'est un débat qu'il va falloir trancher une fois pour toutes. Absolument. Et ça, c'est l'un des problèmes essentiels. Et on voit que ce problème traverse aujourd'hui pratiquement chaque pays. Et chacun. Voilà, et chacun d'entre nous, par ailleurs. Mais vous avez aujourd'hui des Allemands qui sont prêts à soutenir Bruxelles là-dessus. Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais vous prenez par exemple les Grünen allemands, les Verts allemands. Ah, tout à fait. Ils sont plutôt sur la position de Bruxelles. Par contre, la CDU, mais aussi le FDP. Le FDP qui est au pouvoir maintenant. C'est un monstre un peu curieux qui gère l'Allemagne en ce moment. Eux, ils sont par contre sur la deuxième tradition. Donc, on va avoir cette question. Et quelque part, il y a aussi une espèce de sanctification du droit de propriété. Quand vous dites c'est le peuple, le droit de propriété est très très fort. Puis quand vous dites c'est la loi, le droit de propriété, il n'est pas si fort que ça. C'est-à-dire que la loi peut le changer. Oui. Donc vous retrouvez des espèces d'une séparation qui est assez nette. Même si je pense que dans l'idée que c'est le peuple qui incarne la souveraineté, c'est la décision du peuple qui fait la souveraineté, il faut faire attention parce que le peuple peut aussi décider à un moment donné de s'en prendre à la propriété privée. Tout à fait, mais c'est pas le peuple, c'est les élites qui gèrent le peuple à ce moment-là, parce qu'on l'a bien vu au moment de la réunion en 93, c'était pas le peuple qui gérait, c'était quelques fadas qui étaient là un petit peu. C'est toujours la question. Qui représente le peuple, c'est pour ça qu'on doit aller à la démocratie directe. Il va falloir arriver à la démocratie directe pour régler le problème comme en Chine. Bon. Autant je peux être très réceptif à ce que vous dites sur le temps du principe, autant je dirais ma vieille fibre de constitutionnaliste qui me vient de mes études à Sciences Po dit la démocratie directe, mais comment est-ce qu'on fait fonctionner on demande aux Suisses. On demande aux Suisses, par exemple, ils viennent de voter pour le pass, oui. Le pass, ils l'ont voté, ils ont dit, mais il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ils ont voté pour le pass. Bon. Je veux dire, c'est que chaque fois qu'on demande son avis au peuple, en général, il n'est pas idiot. Tout à fait. Après, est-ce que quelque chose qui marche
sur un pays comme la Suisse... Où il y a 4 nations qui se détestent, qui ne parlent pas la même langue, qui ont eu des guerres civiles. Oui, tout à fait. Oui, donc, je voulais qu'on m'explique. La Suisse, c'est un petit concentré d'Europe et de France. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Peut-être. En tout cas, ça marchera mieux que l'ENA. Peut-être. Bon, alors maintenant, venons-en au monde. Donc, troisième partie, venons-en au monde. Le monde de la déconstruction, de la déglobalisation. Ce monde est en train de se déglobaliser et c'est un mouvement qui a commencé en 2008-2009. Donc c'est pas quelque chose qui a commencé maintenant, qui s'est accéléré avec la crise de la Covid. Ça, c'est indiscutable. Surtout qui a montré les faiblesses. Voilà. La Covid a montré les faiblesses du système. Mais ça avait commencé avant. Et on voit qu'il y a en fait 2 phénomènes qui sont concomitants. Donc le premier, c'est une réduction, tout simplement, de la mondialisation, et qui se voit, par exemple, l'ensemble des échanges, disons, la somme des exportations, qui est la même chose que la somme des importations au niveau de la planète, par définition. Donc la somme des exportations dans le PIB mondial baisse depuis maintenant à peu près 10 ans. Donc c'est bien un signe que nous sommes rentrés dans une phase de repli. C'est un signe aussi que la rentabilité marginale du capital investi sur le commerce extérieur est maintenant plus faible que dans les productions domestiques. Exactement. Alors donc, il vaut mieux donc investir chez soi qu'à l'investir à Tataouine. Ce n'est pas vrai dans tous les pays encore. Non, non. Mais c'est vrai par exemple en Chine. Aujourd'hui, c'est vrai en Chine. Donc on a déjà cette logique. Et à côté de cela, nous avons la logique qui est celle d'un basculement de la puissance dominante de la globalisation. Et autant la globalisation, elle avait été faite sous l'égide, en réalité, des États-Unis de 1980, grosso modo. On peut dire de 1945 à 2012. Oui, mais même de 1945, bon. Mais disons, de la fin de l'URSS. Oui. Quand l'URSS n'a plus été une forme de compétiteur global face aux États-Unis, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une baisse de la part des États-Unis dans la PIB mondiale, une baisse encore plus rapide de l'Europe, et la montée de la Chine et de l'Inde. Et donc on voit émerger... C'est là où c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce que vous dites est tout à fait exact statistiquement, mais lorsque je vois, moi, dans les marchés financiers, qui mesurent la valeur ajoutée créée par les systèmes, ou qui s'y essayent à tout le moins, ben, si vous voulez, les États-Unis aujourd'hui, dans l'indice mondial des actions, représentent 63% de l'indice. Tout à fait. Et donc vous avez, c'est sur quoi j'ai attiré votre attention tout à l'heure, d'un côté vous avez cette décroissance, et de l'autre côté cette espèce d'immense hausse de la part relative des États-Unis dans le stock de richesse par rapport au flux de richesse, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. La mesure en tout cas du stock de richesse. Donc c'est quelque chose qui me laisse assez mal à l'aise, parce que je me dis, 63%, si moi je suis un indexeur, il va falloir, si j'achète des actions, je vais acheter des actions mondiales, aujourd'hui je dois, si je suis un indexeur, acheter 63% d'actions américaines. Mais j'en ai pas tellement envie. Et si j'achète 60, si je ne me pose pas la question, je les achète, mais ça veut dire que je dois aussi acheter 63% de dollars. Dollars, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des déficits extérieurs de 1000 milliards de dollars, mais si mes flux de capitaux entraînent un mouvement de 5 milliards de dollars, ce couillon de 5 000 milliards de dollars, ce couillon, il va monter à la place de baisser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, il y a une espèce de contradiction qui se passe, qui est très curieuse. Est-ce que c'est un effet de retard? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'effet de la politique des banques centrales, qui joue beaucoup, et le fait que la Réserve fédérale a été beaucoup plus active que ne l'a été la BCE, que ne l'a été la Bank of England, la Banque du Japon, elle se fait oublier. Voilà, et puis d'une certaine manière, elle ne regarde que le Japon, elle agit assez peu sur l'extérieur, et la Chine, pour l'instant, elle est en train d'essayer de faire naître une zone monétaire chinoise, donc elle agit comme la Bundesbank dans le temps. Voilà. C'est la Bundesbank il y a 30 ans. Tout à fait. Donc, il y a ce phénomène qui joue et qui est absolument incontestable. L'autre phénomène, c'est qu'il y a malgré tout une baisse du dollar, à la fois dans la part des monnaies de réserve détenues par les banques centrales internationales. La part du dollar baisse, comme la part de l'euro d'ailleurs, ce qui veut dire que ce sont des petites monnaies de réserve qui sont en train de monter. La Chine, oui, effectivement, j'ai regardé, mais malgré tout, le yuan ne représente environ que 2%. Et ce sont des petites monnaies, par exemple le dollar australien, le dollar canadien, etc. Bon, donc ça, c'est un premier point. Même chose comme monnaie de placement financier.
aujourd'hui, alors le dollar a baissé, il reste très haut, hein, vous avez tout à fait raison, hein, il reste autour de 70%. Mais il a baissé, et alors il a baissé non pas par rapport à l'euro, et pourtant on pourrait dire... Non, l'euro a baissé plus que tout le monde. Tout à fait. L'euro a baissé de loin de plus que tout le monde. C'est le yuan qui est aujourd'hui la deuxième monnaie d'investissement international. Je le sais, puisqu'on a lancé des tas de fonds obligataires en obligations chinoises. Voilà. Donc, on est en présence de ce phénomène-là. Alors, réfléchissez avec moi, parce que vous dites est intéressant. Ce que je dis au monde, dans le fond, ce retour vers le centre, cette espèce de déglobalisation, va se passer en même temps que la création de 3 zones monétaires. Bon, vous en avez une, le dollar, dont on connaît l'existence et qui est flexible et solide. Vous en avez une qui est faible et dangereuse, c'est l'euro, dont on a parlé. Et il y en a une autre qui est à naître, qui est la zone monétaire autour de la Chine. Ça suppose l'existence de 3 centres financiers. Tout à fait. Autrement, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que les Chinois ont pris Hong Kong, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Bon, ils ont ramassé Hong Kong tranquille, quand il n'était pas cher. Bon. Mais ça nous mène tout droit vers du protectionnisme financier, c'est-à-dire qu'on va avoir du contrôle d'échange partout. C'est probable. Et ce que je veux dire, c'est la sortie logique du monde que je décris, c'est vous ne pourrez pas passer d'une zone à l'autre. Tout à fait, ou en tous les cas, vous ne pourrez pas passer librement. Librement, voilà, librement. Non pas que vous ne pourrez pas passer, je pense qu'on pourra toujours passer, ça aura un coût. Mais ça aura un coût. À la place d'être gratuit. Ça sera un coût et ça sera surveillé. C'est-à-dire qu'on va bloquer certains types d'investissements seront bloqués. Ou certains types d'acteurs. Ça peut être à la fois des investissements particuliers qui sont visés ou des acteurs d'investissement qui sont visés. Et là, il faut faire extrêmement attention. Mais oui, et l'un des meilleurs symptômes de cela, c'est le fait qu'à partir de 2009-2010, la Chine et la Russie ont décidé de créer leur propre agence de rating. De rating, et aussi, ils sont en train d'essayer de remplacer SWIFT. Tout à fait. Ils sont en train de monter un système. Et vous avez le yuan, vous savez, le yuan électronique qui arrive. Donc tout ça, la Chine est en train de dire, les gars, je ne veux plus passer par vos systèmes de... Exactement. Et la Chine a fait quelque chose d'assez intelligent. Elle a exclu le Bitcoin de son espace monétaire. Vous avez vu, la répression contre le Bitcoin a été quand même assez sévère. Les fermes de minage ont été expulsées en quelques jours. Mais elle a gardé tous les acquis sur la technologie Bien sûr. Du blockchain. Parce qu'elle veut effectivement promouvoir le yuan électronique. Le yuan électronique, c'est la théorie du blockchain, c'est-à-dire que vous pourrez échapper à la surveillance de la CIA et du FBI quand vous passerez par American Express. Voilà, c'est ça. Et la Russie a fait exactement la même chose. Alors en plus, la Russie, elle, peut s'appuyer sur, je dirais, un potentiel de savoir informatique qui est extrêmement important. Ils ont des matheux. Voilà. Et quand vous regardez les publications de la Banque centrale de Russie depuis 3 ans, il y a environ 1/5 des publications qui ne parlent que de la monnaie électronique. Mais écoutez, qui analyse, qui regarde comment ça va se faire. C'est extrêmement intéressant. Moi, vous voyez, ça me paraît tout ça, c'est sur quoi je réfléchis depuis un grand moment. On va être obligé d'arrêter parce qu'on arrive à l'heure fatidique, vous savez, c'est pour ça qu'on m'a mis une horloge, parce que sans ça j'avais tendance à dépasser gravement le temps. Si quelqu'un m'intéressait, on continue à parler. Mais j'ai essayé de résumer. Donc on a des problèmes structurels en France, dont un certain nombre qui ont plutôt à voir avec le secteur privé qui n'a pas les fonds propres qu'il faut, donc il y a un risque de nettoyage. Et on a un problème de structure de la consommation qui fait qu'il y a les gens qui sont tout en bas de l'échelle qui en prennent plein la tête et que ça va finir par faire bon. En Europe, on a ce débat extraordinaire entre la loi et la souveraineté qu'il va falloir trancher. Souveraineté de la loi ou souveraineté du peuple ? Souveraineté de la loi ou souveraineté du peuple, c'est vraiment le débat essentiel. Et dans le monde entier, on est en train de passer d'un monde dominé par le dollar à un monde où il va y avoir 3 monnaies, dont une qui sera fragile. Donc, c'est un monde où les choses vont bouger, non ? C'est un monde où les choses vont beaucoup bouger. Beaucoup bouger. Ce que disent les Allemands, c'est qu'il vaut mieux la fin de l'horreur qu'une horreur sans fin. Ouais. Et donc, si vous voulez, ce qu'on avait avant, c'était quand même un peu une horreur, tout ce système qui a été bloqué par tous les trucs partout. Il faut retourner un petit peu dans la vie, le mouvement. Tout à fait. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que, en théorie, ça peut bien se passer. Oui. En pratique, l'espèce d'hubris nationaliste en Chine, qui n'était pas là il y a 10 ans. Tout à fait. Qui est nouveau. Qui est en train de monter.
ça pose un problème. Cette volonté désespérée des États-Unis de maintenir leur position. Je dirais cette volonté désespérée de l'État profond américain. Pas tellement des États-Unis, de l'État profond. Tout à fait. Ou de l'administration américaine, mais qui se refuse à admettre qu'elle est en recul et qu'elle devrait négocier ce recul avec d'autres personnes. Ça pose un problème. Et en Europe, cette espèce de volonté toujours de l'Allemagne de vouloir tout diriger sans se mettre en avant. Alors, sans prendre ses responsabilités. Voilà. Vous voulez diriger, mais alors prenez vos responsabilités et dites il n'y a d'Union européenne qu'allemande. Bon, on ne sera peut-être pas d'accord, mais au moins ça aura le mérite d'être clair. Ou alors, si vous ne voulez pas de cela, il faut que vous ouvriez nettement plus la capacité de décision. Et ce qui est inquiétant de ce point de vue-là, c'est la montée depuis 10 ans des fonctionnaires allemands au sein des institutions européennes. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'Allemagne ne joue pas le jeu de la puissance, parce que politiquement, elle bloque tout. Voilà, mais elle bloque tout parce qu'elle investit dans les fonctionnaires. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Vous savez ce que disait Kissinger? Il disait pauvre Allemagne qui est trop petite pour le monde et trop grande pour l'Europe. Et donc le problème de l'Allemagne, le problème de l'Europe, ça a toujours été le problème allemand. Quand il y en avait qu'à 5 ou 6, ça allait très bien. Mais après, quand il n'y en a eu qu'une, on a eu pas mal d'ennuis. Tout à fait. Et même, je veux dire, la construction européenne, ce qui l'a réellement déstabilisé, c'est l'unification allemande. C'est la réunification, parce que ça fait sauter le Deutschmark. Tout à fait. Si on était resté avec une Allemagne de l'Est qui aurait été vivable, disons, bon, c'était encore possible. Et le problème, c'est qu'on n'a pas voulu à ce moment-là poser la question d'une refonte générale de l'Europe. On s'est dit, de l'Union européenne, on s'est dit, voilà, nous avons la CE, nous allons la transformer en Union européenne, mais en gardant d'une certaine manière toute une série de ses traits, et c'est par l'expansion de la sphère couverte par cette nouvelle Union européenne que nous résoudrons ces problèmes. Tragique erreur. Tragique erreur. Tragique erreur. Et dans le fond, c'est un peu pour ça que les Anglais sont sortis. Parce que les Anglais, ils se heurtaient à cette espèce de monstre qui ne pouvait pas bouger, qui était l'Allemagne. Et ils ont dit, bon, ça ne vous fait rien, les gars, on reprend notre souveraineté, on s'en va, quoi. Tout à fait. Ils ont tenté d'abord de négocier avec l'Allemagne. Oui. Ils ont tenté de contourner la France et de négocier directement avec l'Allemagne. C'est une vieille habitude de leur diplomatie. Voilà. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Qu'ils ne pouvaient pas. Et là, je crois qu'il faudrait peut-être que l'on cesse de regarder la question du Brexit de manière idéologique et qu'on se dise, mais qu'est-ce qui a persuadé les Anglais, et surtout qu'est-ce qui a persuadé les Anglais de toute classe? Bien sûr que les couches populaires ont été les principales à voter pour le Brexit, mais on a eu aussi un vote pour le Brexit moi, j'ai un ami qui est membre de la Chambre des Lords, conservateur, nommé par Major, et voilà. Il a voté le Brexit. Voilà. Parce qu'ils perdaient le common law. Voilà. Ils étaient en train de perdre le common law, et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. Absolument. Et vous avez par exemple le ministre de la Justice du gouvernement Cameron qui a voté pour le Brexit, qui était d'ailleurs Cameron. Et en fait, là, les Anglais nous ont donné une grande leçon de démocratie. Ah, tout à fait, mais comme d'habitude d'ailleurs. Tout à fait, parce que là, il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, mais à partir d'abord, ils ont laissé, ils n'ont pas fait un gouvernement Remain contre les Brexiteurs, et après, c'est Madame Theresa May qui était contre le Brexit, qui l'avait dit, qui n'était pas par ailleurs une fanatique, mais elle a dit, mais voilà, le Brexit, a Brexit is a Brexit. Voilà. Le peuple, comme disent en Suisse le lendemain d'un référendum, le souverain parlait. Voilà, tout à fait. Le souverain parlait, ben voilà. Tout à fait. Mais moi, je crois qu'il va y avoir bientôt en France, il va falloir que le souverain parle. Espérons qu'il ne parlera pas trop mal. Oui, il va falloir qu'il parle, et se pose encore la question de savoir... ne sommes-nous pas trop fragmentés pour pouvoir faire émerger une volonté commune? Et c'est ça la vraie question. Mais on reparlera peut-être des élections avec vous d'ici quelques mois ou quelques semaines, ou ça fera avec plaisir. Très volontiers. Merci, parce que, vous voyez, on arrive de bords politiques un peu opposés, mais ça ne nous empêche pas de discuter. Tout à fait. Tout à fait. C'est la base de la démocratie. Absolument. Et d'ailleurs... rien ne serait pire que de ne discuter qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Non, on s'ennuie très vite. Quoi, oui. On s'ennuie très très vite. Merci beaucoup.